Alors, il se trouve que je viens de faire des travaux de recherche avec deux de mes collègues sur l'institutionnalisation de la fonction directeur éthique et compliance en partenariat avec le Cercle d'éthique des affaires. Donc, nous avons étudié à peu près 25 entreprises, des grandes entreprises françaises depuis une vingtaine d'années, pour comprendre comment cette fonction, eh bien, c'est légitimé. Je crois qu'un mot important, c'est légitimé. Et maintenant, par rapport à il y a 20 ans, il n'y a plus de doute que cette fonction est légitime. Alors après, dans l'échantillon que nous avons analysé, il y avait surtout des entreprises privées du CAC 40, mais pas que. Et ce qu'on voit, c'est que le vocabulaire est utilisé un petit peu différent. On parle surtout de directeur éthique et conformité, ethics and compliance, ou compliance, ou ethics. Parfois, on rajoute du développement durable, de la responsabilité sociétale. Enfin, on a tout un bestiaire, vous l'aurez compris. Donc, une fonction qui aujourd'hui est légitime, mais qui se cherche encore, j'allais dire. Qui se cherche encore parce qu'elle est née il y a 20 ans sous l'impulsion, j'allais dire même de lois avec une couleur, une coloration juridique. Donc plutôt compliance. Ça, c'est très clair. Sur l'échantillon, 50% des directeurs sont des avocats, ont fait des études juridiques. Donc il y a vraiment cette connotation très forte du juridique qui a marqué le développement sur 20 ans de cette fonction en France. Comment est-elle née? Sous l'impulsion de lois, notamment américaines, je pense à SOX au début des années 2000, et les entreprises françaises ont dû se mettre au son de cette loi si on voulait traiter avec des entreprises américaines. Donc là, il y a eu un premier levier, j'allais dire, de développement. Deuxième levier, ça a été une série de scandales. Et le scandale, la crise interne, est aussi un levier qui a créé cette fonction. Et donc, alors après, on peut se poser la question, nous sommes 20 ans plus tard, je parle de légitimité de cette fonction, mais il y a toujours beaucoup de scandales. Y en a-t-il plus ou moins, je ne saurais le dire, mais il y en a toujours beaucoup. Alors a-t-on utilisé les bons leviers? C'est la question qu'on peut se poser. On y reviendra dans un second temps. Donc, que dire de cette fonction sur 20 ans? Elle a gagné en légitimité. On peut le mesurer au fait que le rattachement de ces directeurs éthiques et compliance, on va dire ça comme ça, a évolué vers le sens d'une plus haute hiérarchie. On avait il y a 20 ans des directeurs qui sont nés rattachés à une direction juridique, comme je l'ai dit, ou financière. Et puis progressivement, on voit que c'est le secrétariat général. Et puis les hauts niveaux, direction générale, le gouverneur de la Banque de France ici dans ce cas-là, le board dans certains cas. Donc ça dit quelque chose de la fonction qui a gagné en importance. En termes de profil, et vous parliez de réseau, vous évoquiez le terme de réseau, je rebondis sur ce terme. En termes de profil, on a vu que cette fonction était plutôt prise par des personnes qui n'avaient pas de formation. Alors, j'ai dit formation juridique, bien évidemment, mais pas une formation en éthique en particulier. Et des personnes qui étaient plutôt en milieu fin de carrière, avec une forte connaissance des réseaux, justement, et des réseaux internes. Parce que toutes ces personnes, il y a environ une quinzaine d'années, on va dire, L'Oréal, le premier directeur éthique 2007. Pourquoi je cite L'Oréal? Parce qu'ils ont été un peu les premiers, j'allais dire, à sortir des chartes d'éthique, des codes d'éthique dans le monde privé. Je ne parle pas du public. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu référence, on a cette date. Et donc le réseau interne est très important pour s'appuyer, pour partir d'une feuille blanche avec très peu de moyens. Et en 20 ans, ces directeurs éthique et conformité ont gagné énormément de moyens, que ce soit des réseaux de correspondants justement en interne, que ce soit des ressources financières, que ce soit des codes de déontologie justement. Donc des ressources, ça ne fait plus question. Il faut absolument y mettre des ressources parce qu'il y a un risque juridique, un risque réglementaire. Et puis on voit qu'il y a aussi d'autres risques réputationnels qui viennent aussi en sous-jacent sous-tendre le développement de cette fonction. Donc aujourd'hui, la fonction qu'on l'appelle déontologue, qu'on l'appelle directeur éthique ou conformité, elle ne fait plus de doute, elle est là, elle est bien implantée. Et nous allons discuter ensuite, je crois, des challenges. Alors, les défis, je dirais, pour parler des défis et des challenges, il faut partir du distinguo entre éthique et compliance. Je disais que globalement, c'est une fonction qui s'est légitimée, mais il y a quand même une légitimation à deux vitesses. On parle beaucoup de compliance.
Vous avez l'exemple des banques. Avant d'être enseignant-chercheur, j'ai travaillé quand même 15 ans à la Société Générale. Et je me souviens très bien, quand j'y suis rentrée en milieu des années 90, la fonction compliance n'existait pas vraiment. Maintenant, elle comporte plusieurs milliers de personnes. C'est, je dirais, la fonction même qui recrute. À côté de ça, on a l'éthique. Souvent, dans le domaine bancaire, on l'appelle culture and conduct. Et le culture and conduct, eh bien, ce sont quelques personnes. Alors, il faut voir que ce culture and conduct, qui était parfois rattaché au secrétariat général, tend maintenant à aller vers la RH. Donc, il y a une double vitesse. Et pourquoi cette double vitesse? Parce que déjà, il y a une injonction paradoxale qui nous dit d'un côté, il faut appliquer la procédure, il faut obéir, il y a la réglementation, le code, etc. Très bien. Et d'un autre côté, l'éthique, qui est, selon moi, encore le parent pauvre, eh bien, on nous dit non, il faut questionner, il faut s'ouvrir. Donc, d'un côté, on a une fermeture, de l'autre côté, on a une ouverture. Une ouverture sur quoi? Une ouverture sur le doute et l'incertitude. Et là, c'est culturel. On a un problème culturel parce que l'éthique, ça commence par le doute et ça finit par l'incertitude. Alors, c'est pas très vendeur, c'est pas très marketing. Et on n'aime pas le doute. Au départ, il faut douter. Si on ne doute pas, on va appliquer la procédure sans aucun doute. Sauf, comme le rappelait Stéphanie, il y a effectivement plein de situations, les 10% qu'elle citait, bah oui, il y a des situations qui ne rentrent pas dans ce cadre-là de l'application. Donc, on va essayer de décider au mieux. Et au mieux, ça veut dire qu'on a toujours de l'incertitude à la fin. Et notre époque, notre société n'aime pas non plus l'incertitude. Donc, déjà, de départ, il y a ce petit souci. Les autres défis qui peuvent expliquer aussi qu'il y ait ce distinguo entre éthique d'un côté, donc un peu parent pauvre, et puis la compliance qui est même peut-être même hypertrophiée, eh bien c'est notre relation, d'une part au temps, d'autre part à l'espace. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le temps pour se questionner. Quand Socrate, il faut revenir au grec, quand Socrate nous disait il faut se questionner, savoir comment mener une vie bonne. Il faut pouvoir contempler. Les Grecs parlaient de contemplation, c'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de se questionner. Est-ce que vous trouvez que nous avons le temps dans nos sociétés? Est-ce que vous trouvez qu'on ne nous demande pas des décisions pour hier, etc., etc. La relation au temps ne facilite pas, en d'autres termes, ce questionnement, ce temps, ce dialogue. Mais les espaces de dialogue ne sont pas forcément en nombre et en qualité suffisante. Ça, c'est pour le temps. Pour l'espace, nous sommes dans une société globalisée, nous travaillons dans des grandes organisations qui ont des filiales en France, à l'étranger, etc. Sur ce se greffe la partie technologique et ce qui introduit de la distance entre les personnes. La distance entre les personnes fait que, on le sait, ça introduit un biais empathique. Or, la décision éthique n'est pas simplement une pure rationalisation sur des règles, j'applique telle règle, etc., ou telle procédure. C'est aussi être capable d'empathie envers l'autre et d'imagination, ce qu'on appelle d'imagination morale, d'imagination empathique. Je me mets à la place de l'autre et donc forcément je me mets en position d'être responsable vis-à-vis de l'autre. Et tout cette réflexion qui nécessite du temps, j'ai dit, et qui est beaucoup plus facile quand on a des gens en face de soi que des gens qui sont distants, eh bien là vous voyez aussi que ça peut aussi être un frein et un défi au développement justement de ce questionnement éthique qu'appelaient de leur vœu les Grecs. Donc ça représente un défi. L'autre, par-dessus, c'est lié à la distance, lié à notre société globalisée, c'est le multiculturalisme. Et donc, on parlait de valeurs, il y a des conflits de valeurs. On a des conflits de valeurs au niveau culturel dans les cultures nationales. À cela s'ajoute la culture personnelle de chacun d'entre nous. Nous avons tous des valeurs. Et puis, les valeurs de l'entreprise. Et donc là, vous voyez qu'il y a conflit de valeurs, donc dilemme éthique, donc nécessité de questionner. Et tout ce questionnement fait que, eh bien, on parle plus d'humain que de juridique. Et vous voyez qu'il y a donc un des défis, c'est justement de quitter cette coloration peut-être un peu juridique et d'aller sur les valeurs, sur le culture and conduct, comme les banques l'appellent, d'aller sur le soft, d'aller sur la RH. Et donc, ça, c'est un des défis davantage d'inclure les fonctions RH, de remettre un petit peu à plat eh bien, tout ce qui est comportemental, psychologique, même socio-psychologique. Le premier point, c'est la sensibilisation, la pédagogie, c'est-à-dire par la mise en situation. C'est que dans une mise en situation avec des vignettes, par exemple. Il faut rajouter dans les codes d'éthique ou dans les formations
des mises en situation où on va réfléchir justement, ensemble, autour d'une table, on va réfléchir cette mise en situation, quelles sont les valeurs en jeu, quels sont les dilemmes, quels sont les enjeux, etc., les contraintes telles que vous le connaissez. Donc il faut développer cette attitude questionnante, et c'est à travers la pédagogie, la formation qu'on le fait, en créant en parallèle eh bien, ces espaces de dialogue. On parle d'espace dialogique. Espace dialogique, c'est un espace où on peut s'exprimer sans crainte de représailles. On a fait preuve de courage, il faut le valoriser, ce courage. Il ne faut pas simplement avoir peur des représailles. Or, on sait qu'actuellement, le dispositif anti-représailles dans les entreprises est encore balbutiant, ou en tout cas à des niveaux d'institutionnalisation plus ou moins avancés. Donc, faire attention à avoir un dialogue qui soit très respectueux. Quand je parle de cercle dialogique, il y a vraiment une philosophie derrière. C'est Peter Senge, un professeur américain à l'Institut Aspen, qui a développé ça. Et c'est vraiment un dialogue dans le respect de l'autre. On arrête de dire non, on arrête de donner la réponse avant même d'avoir posé la question, et on se questionne réellement. On s'ouvre, et j'en reviens à ce doute, à cette incertitude. Donc c'est vraiment ces espaces de dialogue. Et il n'y a pas beaucoup de place dans l'entreprise. Si vous réfléchissez combien de fois vous pouvez aller voir pas seulement votre manager, mais aussi vos collègues ou d'autres fonctions, des RH, pour vraiment poser le problème. C'est pas évident, il faut avoir du courage. Et c'est loin d'être évident. Alors, il y a aussi d'autres espaces tels que les comités d'éthique, en interne, avec des géométries variables, des comités d'éthique plutôt consultatifs, d'autres qui peuvent vraiment aller jusqu'à la décision. Il peut y avoir des espaces dialogiques aussi avec les réseaux externes. On a beaucoup parlé des réseaux, donc les autres entreprises, les autres directeurs éthique et conformité. Ça peut être aussi un espace de dialogue, et ça c'est très important. Un point crucial, c'est, on l'a dit, l'exemplarité du dirigeant, et surtout sa capacité aussi à venir être titillé. Alors quand je dis le dirigeant, ça peut être aussi le middle manager, ça peut être, est-ce qu'on accepte de bonne loi d'être titillé, d'être parfois remis en question? Alors il y a le fond et la forme, bien évidemment, mais est-ce qu'on accepte ça par principe? Est-ce qu'on aime bien? Comme disait, j'en reviens toujours à Socrate, vous allez dire celle-là avec ses Grecs, mais Socrate nous disait, moi je suis le temps, alors pas le temps d'avant, hein, le T-E-M-P-S, le temps T-A-O-N, la petite bête qui vient embêter, là, qui vient gratter. Je suis le temps qui de tout le jour ne cesse de m'origéner chacun d'entre vous. Il faut aller et questionner, titiller, etc. Bon, alors on sait comment Socrate a fini, alors bon, il ne faut peut-être pas non plus trop le faire, mais vous voyez ce que je veux dire? Essayez d'aller, voilà, titiller ça. Et donc il faut que le management puisse entendre ça. Et là, je dirais, il y a encore des efforts à faire. Il y a encore des efforts, et à tous les niveaux. Je ne parle pas simplement, bien sûr, de la direction générale des plus hauts niveaux, mais aussi du management intermédiaire, à tous les niveaux. Et donc là, c'est une culture qui doit infuser tous les niveaux. Et puis, l'autre, c'est vraiment de questionner nos modèles mentaux et nos préjugés. Depuis quel point de vue je parle? Quels sont mes postulats sur lesquels je m'appuie pour justement dire qu'il faut faire ci ou qu'il faut faire ça? Pour faire ce dialogue, pour créer ces espaces de dialogue, il faut accepter de se remettre en cause. Donc de remettre en cause des préjugés, de savoir, d'identifier depuis quel point de vue, depuis quelle perspective je parle, quels sont mes postulats de base. Et ça, c'est aussi très compliqué. C'est très compliqué. Et Peter Senge, le même, nous dit, ça fait partie d'un des 5 leviers qu'il cite pour vraiment mettre en œuvre une entreprise apprenante, une entreprise qui cherche à s'améliorer, qui cherche vraiment, qui va chercher la responsabilité jusque dans les moindres recoins. Et puis le dernier, bien évidemment, qui va avec le questionnement, c'est devenir soi-même l'objet du questionnement. Non plus questionner comme la compliance le fait, la procédure, la pratique, le produit, est-ce que notre produit est OK, est-ce qu'il est compliant, etc. C'est devenir soi-même, ne plus être le sujet qui questionne l'objet, mais devenir soi-même l'objet de questionnement. Quelle est la personne que je veux devenir? Quand Socrate nous disait qu'est-ce que c'est que mener une vie bonne, c'est se dire soi-même quel est l'être humain, au-delà des rôles. Donc ça engage, vous parliez de conflit de loyauté tout à l'heure, c'est le conflit de loyauté entre des rôles. Je suis directeur financier, je suis directeur compliance, etc. Mais avant d'être tous ces rôles, je suis un être humain qui va traiter avec un autre être humain. Et donc, qui suis-je? Est-ce que je suis capable de me regarder dans le miroir? Si ma décision devait être partagée, devait être mise sur les réseaux sociaux, etc., qu'est-ce que j'en penserais? Est-ce que je me sentirais à l'aise? Est-ce que je dors la nuit? Tout ce genre de questions. Qui suis-je, au fond, au-delà de mon rôle? Parce que limiter, on sait qu'une des causes des problèmes d'éthique, c'est de se limiter à son rôle et donc d'observer un sujet que depuis une seule perspective qui est ce rôle.
Et souvent, ce rôle, bien, c'est un rôle économique, une dimension financière. Quand on parle de l'entreprise privée, eh bien, il y a cette obligation d'aller vers de la performance économique, vers du profit, etc. Et là, on est dans le rôle du manager, on est dans la performance. Mais l'éthique, ça appartient pas au vocabulaire de la gestion, c'est un vocabulaire philosophique. Et donc forcément, elle vient nous... Eh bien, je disais ce terme de titiller, l'éthique, elle vient là nous sortir de notre univers de la gestion. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il faut accepter, prendre le risque de l'éthique, c'est prendre le risque du questionnement et c'est s'ouvrir sur d'autres possibles, je dirais. Moi, je pense qu'il y a dans les sujets émergents, ce que les entreprises vont devoir, ce sur quoi elles vont devoir se pencher, c'est une remise à plat aussi à la fois conceptuelle, ça c'est peut-être davantage notre travail en tant qu'enseignant-chercheur, mais aussi fonctionnel de tout ce qui est sphère autour du terme de responsabilité. Responsabilité, c'est le mot chapeau. Et on utilise un peu ce terme à toutes les sauces. Donc l'éthique traite de la responsabilité, la compliance aussi. De plus en plus, il y a développement durable, il y a le terme de RSE. Et donc il y a un foisonnement là, de départements qui parfois empiètent sur les frontières des uns des autres. Il y a tout un travail à la frontière qu'il va falloir faire, une réflexion sur comment s'organise l'entreprise qui veut être responsable concrètement. Déjà conceptuellement, mais ensuite vraiment concrètement, fonctionnellement. Comment est-ce qu'on met le curseur si on traite du devoir de vigilance? Est-ce que ça relève, puisqu'il y a des droits humains, est-ce que ça relève de la compliance? Est-ce que ça relève de la RSE? Comment se partagent les entreprises? Et là, il n'y a pas deux entreprises exactement qui mettent la frontière au même endroit. Et donc, ce qui crée aussi beaucoup de différences et qui ne favorise pas le dialogue. Ensuite, il y a un autre sujet, c'est tout ce qui est lutte contre le greenwashing. Et ça rejoint les efforts de pédagogie dont on parlait auparavant et les efforts de transparence. Comment on fait pour lutter contre le greenwashing? Il faut de la pédagogie, il faut de la transparence, expliquer pourquoi et comment on fait les choses telles qu'on les fait. Et donc, ça mène à un alignement entre le discours et les actes. Et donc, agir avec sincérité, avec transparence, mais surtout avec sincérité, être aligné. Et ça, effectivement, c'est le tone from the top qui doit transfuser dans toute l'organisation. Et puis, c'est un rapport à la vérité aussi qu'il nous faut peut-être questionner. Quel type de vérité est-ce qu'il est bon de dire, pas dire? Ce qui est véritable ce qui est vrai pour l'un n'est peut-être pas vrai pour l'autre. Donc, c'est toute cette articulation entre pédagogie, transparence et puis alignement du discours et des actes. Et tout ça, ça fait, je pense, un tout.